Bien, mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement Dario Argento. Merci. Je me souviens que tu avais présenté le film il y a quelques années à la Cinémathèque, dans cette salle déjà. Il y avait déjà eu une réception très enthousiaste, mais j'ai l'impression que plus le film vieillit, plus il déclenche un enthousiasme, non? Parce qu'en fait, pour beaucoup de gens qui admirent ton œuvre, Profondo Rosso, c'est souvent le film qu'ils préfèrent. C'est parmi tes films, celui qui est le plus souvent cité par les gens qui aiment ton cinéma. Est-ce que tu as une idée pourquoi c'est le cas? J'en ai une ou deux, mais peut-être que toi, tu en as aussi. Ben, vraiment, je n'ai pas vraiment une idée. Pourquoi Est-ce que c'est un des films, quand j'avais fini le film, d'écrire le film, j'étais dans une villa abandonnée, sans lumière. J'ai commencé à travailler à matin quand on arrivait à 9h, j'ai terminé à 7h parce qu'il devait venir les ténèbres. Et alors, j'ai travaillé vraiment dur pour quelques semaines parce que j'ai fait vraiment vite à l'écrire. Quand j'ai fait lire le scénario que j'ai fini, je suis allé au bord de la mer où avait ma fille en vacances et il avait mon père qui attendait le scénario et j'ai fait, il a lu, et c'était long. Puis, quand il a fini, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses? Je n'aime pas vraiment. Oh, mon Dieu. Mais, parce qu'il y a des choses qui sont très étranges. C'est pas comme les autres films, toi. C'est ça que moi, je voulais faire. Quelque chose de différent. Quelque chose quelque chose qui n'est pas comme les autres films que j'avais fait jusqu'à ce moment. C'est un travail aussi intérieur que j'avais fait pour faire ce film. Un travail un peu comme un film d'Alfred Hitchcock, non? Qu'il avait les suspens, les meurtres, et aussi un peu d'humorisme. L'humour, c'est une chose qui est importante dans les films. Oui. Il y a notamment, alors ça m'a frappé surtout là, c'est qu'à un moment donné, il y a des plans, on se demande pourquoi ils sont là, ou des petites séquences. Par exemple, le cycliste avec le drapeau italien, ou bien le commissariat où la machine à café ne marche pas, on parle de grève. C'est comme si tu répondais au personnage du musicien de David Hemmings qui dit non troppo pulito, troppo... Et il faut que ça soit un peu trivial, un peu sale. Et en fait, tu nous rappelles à chaque fois, on est en Italie. C'est-à-dire que c'est pas un thriller hollywoodien ou néo-hollywoodien, il y a ce moment. Et donc ça c'est assez drôle dans le film parce qu'on a l'impression que tu fais comme ce musicien qui dit il faut pas que ça soit trop propre, il faut qu'on se rappelle qu'on est en Italie, que les machines à café ne marchent pas, qu'il y a un côté pittoresque, il y a le marché aussi là, oui. Où ils passent comme ça les personnages. Ou le personnage qui chante l'opéra. Oui, c'est ça. Oui,
des fantasies aussi, mes fantasies. Quand j'écrivais, j'avais des fantasies qui marchaient, Alors, étaient sur l'humour aussi, il y a l'autre dimension, qui est une dimension plus biographique, qu'on n'avait pas vue quand le film est sorti en France, puisqu'il avait été beaucoup de séquences avaient été coupées lorsqu'il est sorti pour la première fois. 35 minutes. Voilà, il est sorti au mois d'août 1977, donc après Suspiria. Et c'est aussi le film de ta rencontre avec Daria Nicolodi. C'est aussi le film raconte une rencontre amoureuse. Ouais. Et on sent que ces séquences-là sont là pour que tu puisses mettre cette part de biographie aussi. C'est une chose un peu biographique. Oui, mais il y en a toujours dans tes films. Sûrement. Il y a toujours dans tes films des éléments biographiques. C'est assez fréquent. Même discrètement, mais on peut raconter ta vie en regardant tes films. On peut trouver. Ça, dans ces films, un peu plus. Oui. Parce que c'était mon rencontre avec Daria Nicolodi. Nous sommes qui est l'actrice du film. De ces films, nous sommes restés ensemble pour 10 ans. C'était une chose. Elle est née aussi à Asia. Asia est née dans cet amour. Et aussi le personnage de David Hemmings que j'avais vu dans Blow Up. J'avais pensé tout de suite que lui doit être mon protagoniste. Bien sûr. On a dès ton premier film, on a pensé à Antonioni, en fait, comme fantôme au-dessus de ton cinéma, comme influence, mais pas direct parce que tu fais des thrillers, donc il faut qu'il y ait un mystère qui soit résolu à la fin, alors que dans le cinéma moderne, c'est plus ouvert. Et je trouve que ce film-là, peut-être que c'est un de tes grands films, parce qu'il y a un mélange parfait entre on dirait la discursivité, comme on dit, la logique du récit criminel. Il y a un meurtre, une énigme, mais on trouve l'assassin à la fin, et en même temps la sensation pure, quelque chose énormément de moments qui ne s'expliquent pas. Et donc c'est comme si tu avais mélangé Hitchcock et Antonioni en fait. Non, je sais pas. Oui, beaucoup Antonioni. Oui. Beaucoup Antonioni, spécialement pour les architectures, les espaces vides. Les espaces libres, un peu métaphysiques, un peu aussi de Chirico, un peu les grands squares, les grandes places. À Turin. Si, à Turin. Alors pourquoi Turin, pourquoi Turin? Pourquoi tu as choisi Turin parce qu'en fait, dans tes films, souvent, tu reconstruisais des villes avec des bouts de Rome, des bouts de Turin, donc 4 mouches de velours gris. Et là, c'est vraiment c'est la beauté métaphysique de Turin, en fait, que tu as utilisée. Oui. Mais j'avais déjà choisi Turin pour mon second film, le chat à 9 queues. Chat à 9 queues. Entendez-vous voir? T'entendez voir? Si, c'est vrai. Ah oui. Il y a quelqu'un qui parle. Oui, c'est vrai. Voix d'outre-tombe. Alors, à propos de Turin, il y a un truc bizarre dans le film, et je m'en suis rendu compte maintenant, mais lorsqu'il regarde le livre sur les fantômes modernes pour découvrir l'origine du crime, etc., il est question d'une villa aux environs de Rome, alors qu'on est à Turin. C'est bizarre, non? Voilà. Alors cette villa, parce que tu le racontes très bien dans tes mémoires et c'est très très drôle et en même temps très drôle, comment tu as trouvé cette maison très bizarre, très chargée, avec cette architecture très chargée? Art déco, beaucoup art déco. Oui, c'était un architecte très important de Turin. Et moi j'étais avec mon scénographe, comment on dit,
Scénographe, ouais. Scénographe, c'est Directeur artistique. Dans la voiture, nous marchons en cherchant cette ville-là. Nous sommes à Turin, comment dire, à la fin de la ville, quand on commence un peu les collines. Ouais, les collines. Il y a beaucoup de villas très, très belles pour des riches, vraiment riches turinaises. Et puis nous passons tout à coup devant une villa très étrange, vraiment très étrange. Nous regardons tous les deux, puis continuer. Comme nous avons continué pour quelques minutes, puis tout à coup, lui a freiné, a dit, tu te rappelles cette villa que nous avons vue? Oui, c'était incroyable. Oui, retournons. Nous sommes retournés et nous sommes allés dans cette villa. Cette villa était habitée par des nuns, comment ça s'appelle? Des religieuses. Des religieuses. Des religieuses qui avaient un custode des femmes, des jeunes filles un peu problématiques. Avec Un pensionnat de jeunes filles à problème. C'est qui ont des problèmes. Et vivaient là-bas. La villa c'était donnée par la maire de la ville. Et nous voulons tourner là-bas et les religieuses disaient non, parce que nous avons tous ces filles, et nous mettons ces filles. Alors, nous avons eu l'idée de donner à tout le monde en vacances d'un mois à Rimini, dans la mer. Dans la mer. Tout, les religieuses et les filles. Tout contents. Ils sont partis et nous avons tourné les films dans la villa. Donc la production a fait une bonne action. C'est vraiment. Alors il y a une chose aussi dont on parle beaucoup quand on voit le film, parce que c'est aussi une rupture dans ton trajet, c'est la musique. C'est-à-dire que tu as travaillé avec Ennio Morricone sur tes 3 premiers Giallo, et puis là, tu découvres ou tu connais ce groupe de rock progressif, là, les Gobelins. Et alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as décidé de changer le type de musique que tu voulais? Oh, c'est très longue l'histoire. J'avais un autre musicien, mais la musique qu'il faisait, je ne l'aimais pas. Et moi, j'étais en train de tourner les films et mon éditeur musical m'avait suggéré de prendre quelqu'un d'Angleterre, qui à un moment c'était très important. Il avait les Genesis, il avait les Pink Floyd, les plus grands musiciens du monde. Et j'avais cherché aussi Deep Purple, aussi des autres. Mais tout le monde s'était pris ou pour composer ou pour un tour dans tout le monde. C'était impossible. Moi, j'étais très déçu. Puis, mon éditeur m'a dit, écoute, il y avait un démo des jeunes qui étaient sortis de conservatoire. Il avait très jeune, il avait 22, 23 très jeune. Et c'était un étrange démo qui fait de la musique avec les vents. C'était une chose très curieuse. Et alors, j'avais pensé de parler avec eux.
ils sont venus, ils étaient 4. Ils sont venus et nous avons parlé. Ils ont composé quelque chose à l'impronta. Improvisé. Improvisé, si. Que c'était intéressant. Et moi, que j'ai pensé au Pink Floyd, j'avais ces jeunes qui n'avaient jamais fait rien, qui n'avaient composé rien, qui n'avaient fait aucun disque, qui étaient très jeunes. J'ai dit, ok, c'est, comment dire, comme ça, une chose qui va... Un pari que je vais tenter. Ok, quelquefois, il faut être courageux. On va tenter. Et quand pendant le tournage, il composait quelque chose et il venait la nuit, que j'ai fini de tourner à ma maison, et j'écoutais quelque chose que j'aimais, quelque chose que je n'aimais pas, je disais, on discutait. Puis, quand le film s'était fini, ils ont pris un studio de musique, pour 24 heures sur 24, tout le temps. Et ils commençaient peut-être à vivre aussi, à dormir dans ces studios et à composer. Et le studio s'était collé avec une église, une grande église. Et c'était vraiment... alors nous avons fait un collégiement, De quoi? Des liaisons. Un développement. Un développement, ouais. Si, avec l'église. L'église. D'accord. Parce que dans l'église, il y avait un grand organe, non? Un orgue, très grand, important. Et c'est la musique plus importante du film, c'est l'orgue, c'est important. Et lui allait dans l'église à sonner l'orgue. Simonetti, qui c'était le chef du groupe. Jour après jour, la musique s'est montée, s'est commencé. C'était un rock, progressive rock, non? C'était très intéressant, très important. Ils ont fait une musique que moi j'aimais beaucoup et qui a eu un grand succès en Italie pour un an. C'était la musique sans paroles, qui était la plus vendue d'Italie. Ils sont devenus les Goblins, les fameuses Goblins qui, dans tout le monde, ils sont aujourd'hui. Est-ce qu'ils connaissaient ton cinéma avant de travailler pour ça? Si, sûrement. Si. Ils connaissaient mon style. C'était intelligent, très intelligent. Sinon, ne faisons pas cette musique comme ça. Pour revenir sur peut-être le choix des acteurs, il y a une grande actrice italienne, celle qui joue la mère dans le film, qui est Clara Calamai, qui était une grande actrice du cinéma italien des années 40. C'est elle qui joue le rôle principal dans Ossessione de Visconti, qui est le premier film néo-réaliste. Voilà. Et tu dis dans tes mémoires qu'en gros, tu lui avais donné un rôle assez proche de celui qu'elle avait dans Ossessione. Si. Femme frustrée, femme malheureuse. Malin. J'ai cherché beaucoup avant d'elle. Je vais parler avec beaucoup d'autres vieilles actrices. Moi, je voulais quelqu'un de vieille actrice du cinéma italien passé. Et alors, je me souviens
beaucoup d'autres. Oui. Quelqu'un était vraiment vieille, trop vieille. Elle non, elle n'était pas très vieille. Elle était vraiment avec une énergie incroyable. Je pense parce qu'elle buvait beaucoup. Et alors, donc elle était crédible quand elle donnait des coups de mâchoire. Quand j'ai rencontré à sa maison, nous avons parlé de son petit salle. Elle était très riche parce que le mari c'est très riche. Et elle parlait. D'un coup, elle dit, tu veux boire quelque chose? Qu'est-ce que c'est ça? C'est vodka avec les peppers. De poivre. Poivre. Tu veux ça? Non, moi je ne bois pas. Non, ok. Blou, 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 blou. Elle parlait, mais calme, comme si c'était de l'eau. Ah, c'est votre avec les poivres aussi. C'était intéressant, très intéressant, très vivant. Oui, c'était une rencontre très importante. Elle était aussi un peu belle pour être vieille. Si vieille. On voit que ça a été une beauté, enfin, oui, bien sûr. Si, elle avait une beauté étrange. Oui. Et inquiétante aussi. Inquiétante, si. Quelquefois, elle disait qu'il avait, comment dire, les portes, les calces, comment dire, les calces. Les barres, les barres. Oui, elle s'est tirée ça pour faire voir qu'elle avait des jambes belles. Ah oui. Oui, c'est incroyable, c'est sa vanité. Vanité d'actrice. Une vanité d'actrice, oui. Oui, le film, c'était un de mes films que moi j'avais aimé beaucoup plus. C'est aussi un film long, parce que pour moi c'est très long, c'est 2h05. C'est un film. C'est le plus long de tes films, non? C'est beaucoup plus long. Ouais. Les autres, quelqu'un est à 1h35, comme Suspiria, il a 1h35. Parce que moi, je fais des films très vite, non? On marche vite, très vite. Comme le dernier nouveau film que vous avez vu hier soir. Chialineri. Chialineri, c'est aussi un film qui va vite, comme une voiture de course. Non? Mais c'est aussi un film qui va annoncer ce que tu vas faire après. C'est un film qui est un peu entre deux mondes, celui du giallo, encore une fois, du récit criminel avec une énigme à découvrir, enfin à résoudre, mais c'est aussi déjà un film qui est hanté par l'idée que la sensation n'a pas besoin d'explication. Il y a plein de moments, notamment les moments où c'est carrément l'œil touche la matière, le cuir des gants, les billes, les couteaux, etc. Et là, tout d'un coup, on sort du récit pour entrer dans un monde de la sensation qui va devenir plus évident encore avec Suspiria et Inferno. C'est vraiment un film c'est peut-être pour ça qu'il est long, parce qu'il y a les deux dimensions de ton art, en fait. Il y a celle qui vient d'arriver à terme et celle qui est en train de naître. Oui. Mais aussi, moi, après Profondo Rosso, je pensais qu'il faut changer, absolument. Il faut changer. Et moi, je voulais retourner aux amours de ma jeunesse, aux amours des films horreur, que moi j'aimais beaucoup. Quand j'étais plus jeune, les films horreur,
américains aussi. C'était quoi tes modèles? Ouais, un peu. Val Newton, oui, bien sûr. Val Newton, beaucoup. Val Newton. Mais aussi les films expressionnistes, sûrement. Il y a beaucoup de scènes qui semblent un peu expressionnistes, un peu. C'est comme si tu essayais d'inventer un expressionnisme en couleur. Ouais. C'est-à-dire que le cinéma expressionniste, un cinéma en noir et blanc ou teinté, disons. Mais là, ce monde psychique qui apparaît avec le jeu sur l'ombre et la lumière dans le cinéma allemand des années 20, toi, tu vas plus loin, en tout cas, puisque tu vas mettre de la couleur. Ça, c'était très original, en fait. Oui, oui. Moi j'ai eu aussi une chose fortunate, chance, ouais. Une chance. Quand il avait une rétrospective à Munich, Munchen, et le directeur c'était un très connu, tu le connais sûrement. C'était de Munich, Eno Patalas. Ouais. Et lui m'avait dit qu'il avait des films expressionnistes qui, à l'époque, étaient colorisés par des femmes qui colorisaient tous les films. Et c'était un peu comme un trésor. Et il m'avait dit, je t'ai fait voir. Il m'a fait voir 2 ou 3 films. Dr. Mabuse, film de Murnau et de Lang, Nosferatu, était coloré, c'était beau, c'était si beau, c'était un spectacle fantastique, comme une chose magique. Ils sont devenus en couleur, des couleurs qui ont fait ces femmes ont fait photogramme par photogramme, on donnait des couleurs, c'est déjà que j'ai pensé de faire l'expressionnisme en couleur. Bien sûr. Tu as aussi dit qu'un de tes modèles pour Suspiria, c'était Blanche-Neige et les 7 nains de Walt Disney. Oui, oui. Le Technicolor. Absolument. Les couleurs, aussi l'histoire. Aussi la sorcière. C'est un film qui m'a beaucoup. Chaque fois que j'ai dit c'est Blanche-Neige, tout le monde rit. Non, pas du tout. C'est vrai. C'est un film très effrayant, Blanche-Neige. C'est vrai. Ce film m'a inspiré beaucoup. J'ai cherché aussi pour tout le monde, une pellicule qui peut être possible pour faire ces couleurs. Et moi et Luciano Tovoli, c'était le directeur des photos, nous avons trouvé dans un laboratoire américain de la vieille Kodak, vieille, je pense 30-40 ASA. Au temps, était déjà 500. Et nous avons trouvé ça et nous avons tenu comme un trésor. Nous avons tourné le film. J'ai tourné, j'ai fait beaucoup d'essais. Oui, mais j'ai tourné une fois, maximum 2 fois. Parce que nous n'avons pas de pellicule assez. Alors, ça nous a poussé à faire bien, tout de suite. Mais aussi de faire des essais importants avec la caméra, avec tout ça. Parce que j'avais pensé, avant de tourner le film, tourner Suspiria, j'avais pensé de faire tous les films de prix de vue différents. Chaque prix de vue doit être différent de l'autre. Tout différent. 1300 prix de vue, tout différent. Seulement 2 ou 3 sont similaires. Mais moi,
je parle d'un autre film. Nous parlons des façons de la On parle de ce qu'on veut, après tout. Non, peut-être j'ai une dernière question pour peut-être de donner un peu la parole au public sur le choix de David Hemmings. Oui. Parce que David Hemmings, on sait, c'est l'acteur principal de Blow Up, d'Antonioni. Oui. Alors, est-ce que c'est pour ça que tu l'as pris? Est-ce que tu t'es pas dit, je vais défier Antonioni, je vais faire aussi bien que lui, peut-être mieux, je vais lui prendre son acteur? Non. Parce qu'il y a une discussion aujourd'hui, et je pense que Profondo Rosso est un film aussi important dans l'histoire du cinéma italien que Blow Up. Je pense que c'est vraiment... Et je pense que l'acteur est cette espèce de liaison entre ces deux manières de faire du cinéma, et je vous laisse que tu nous expliques pourquoi David Hemmings. Oui, mais moi, je ne voulais pas... fait un défi avec Antonioni. Antonioni, pour moi, c'est un des plus grands metteurs en scène du monde qui sont existés. Vraiment, c'était le maître de l'architecture dans le cinéma, dans les scènes, parce qu'il lui était architecte aussi avant. C'est pour ça que ces films... L'architecture, c'est si intéressant, si bien fait. Moi, je suis inspiré à lui. Non, moi, je ne voulais pas faire... Non, moi, j'ai aimé beaucoup David Hemmings en Blow Up. Je l'ai pris... oui, quand nous nous sommes rencontrés, je me souviens, à Rome, il est venu à Rome, et lui était grossi. Il était grossi et... Il buvait un peu. Oui, alors, j'ai regardé, lui a vu mon regard, il m'a dit, tu me regardes et tu dis, comment faire cette homme gros à faire un bon film. Comment faire, hein? Moi, dans 20 jours, un mois maximum, moi je serai parfait. Sûr, je te jure. Ok. On se fait donne la main. Lui allait dans un hôpital, il a fait et c'était parfait. Dans les films, c'était comme dans Blow Up. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vous vois pas du tout, donc surtout parlez dans le micro, voilà, et vous êtes filmé. Voilà. Bonjour. Pardon. Bonjour Dario Argento. Déjà, je suis très content de... Vous êtes juste où? Vous pouvez... Je suis là, ouais, je suis ici. Regardez par... Ah d'accord. Je viens. Quand j'étais adolescent, dans ma chambre, j'avais le poster, enfin l'affiche de Inferno, le premier film de Dario Argento que j'ai vu. Et jamais j'aurais pensé qu'un jour je me retrouverais en train de vous adresser la parole. Je suis un petit peu ému, il y a beaucoup de monde ici. Mais donc je vais poser une question quand même par rapport aux frissons de l'angoisse. Dans beaucoup de vos films, en tous les cas, il y a un petit travail sur la mémoire qui est demandé au héros. Soit il a vu quelque chose, comme c'est le cas dans les frissons de l'angoisse, soit il a entendu, ou elle a entendu, comme dans Suspiria, quelque chose qu'elle ne parvient pas tout de suite à identifier, et c'est ce qui viendra par la suite avec d'autres éléments qui lui permettent de comprendre ce qu'elle a vu ou entendu, ou ce que le héros a vu ou entendu. Dans les frissons de l'angoisse, vous avez quand même pris le risque de nous montrer à tous le visage de l'assassin. Et vous n'avez pas eu peur que les spectateurs, finalement, tout de suite, dès le début du film, voient ce visage? Vous n'avez pas craint ça? Est-ce que ça n'est pas arrivé? Est-ce qu'on vous a pas dit, effectivement, qu'un spectateur, un jour, a vu que l'assassin nous était montré à tous dès le début du film? Moi, c'est la chose qui me disait mon monteur. Mon monteur m'avait dit, me disait, mais quelqu'un, tu vois, on voit la visage on voit, c'est elle. Moi, j'ai dit, mais c'est une chose de mouvement de caméra.
parce que la caméra suivit lui, qui c'était le protagoniste de la scène. Et tu regardes lui. Tu ne regardes jamais les autres choses qui sont. Et c'est impossible que quelqu'un il va voir qu'il avait le visage de l'assassin réflexe dans le miroir. Sûrement. Il disait non, c'est impossible de dire que quelqu'un ne veut pas voir. Non, je suis sûr, parce que tu n'es pas metteur en scène. Moi, je suis metteur en scène. Et je sais que j'ai suivi des personnages qui marchent, qui font des expressions aussi. Et tu regardes lui parce que tu veux savoir qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, et jamais tu regarderas comment dire, le miroir, les cloisons, oui, les murs. Là, les murs. Jamais regarder. En fait, un metteur en scène, c'est quelqu'un qui dirige le regard du spectateur. Si, c'est ça. C'est important avec la caméra. Ça, la caméra, c'est ton instrument Comme les magiciens qui font diversion, qui montrent une chose pour qu'on ne voit pas. Bravo, exact. Je disais à lui aussi la même chose. C'est comme les magiciens qui font quelque chose comme ça, et dans l'autre main, il fait les trucs. ça c'est que tout le monde regarde, parce qu'il fait aussi comme ça, non? L'autre main qui est ferme, non? Tu ne le regardes jamais. Et dans les moments où il fait des choses, il fait des trucs. On peut faire un test grandeur nature. Tout à l'heure, j'ai posé la question à la salle avant le film. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas vu le film, et il y a des gens qui ne connaissaient pas l'histoire. Oui. Et donc peut-être parmi ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, y en a-t-il qui ont découvert l'identité de l'assassin dès le début? Non. Et après, j'ai oublié. Ouais. Ouais. Une autre question peut-être? Oui, bonsoir. J'ai rencontré un comédien qui a travaillé avec vous sur 4 mouches de velours gris et qui disait que vous prépariez le plan et qu'au moment où vous lanciez la caméra, vous fermiez les yeux. Et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais si c'est vrai, je trouve ça assez fascinant parce que c'est un cinéma très visuel. Et est-ce que, en effet, vous préparez, enfin, en tout cas, à un moment donné dans votre carrière, vous avez préparé des plans et ensuite, au moment de tourner, vous fermiez les yeux et vous faisiez à l'oreille, plus ou moins, vous disiez si c'était bon ou pas? Tu fermais les yeux au moment où la caméra tournait. Une fois que tu avais préparé le plan, le cadre... Non, c'est un équivoque. Non. C'était un moment où j'ai fermé les yeux. C'était la fin du film, quand la voiture qui va contre les camions, ils font et j'avais une caméra qui est très vite, 35 000 photogrammes par seconde. Et alors, il avait des châssis qui c'est pas grand. Et j'avais le temps de 4 secondes. Et alors, il faut pousser. Quand la voiture elle est presque dans le camion, et puis jusqu'à la fin. Et chaque fois que nous faisons ça, c'est trop tard, ou trop vite, trop en avant. Et nous avons détruit presque, je pense, 6 voitures. Parce que chaque fois, c'était pas juste. Et alors j'ai commencé à
à fermer mes yeux quand on faisait cette scène. Puis, il y a une qui a marché bien, c'était magnifique. Non, pendant le film, non, je regarde tous, je regarde très bien les acteurs, l'expression, le visage, tout ce qui se passe dans mon camp visuel. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on te comparait beaucoup à Hitchcock, et on sait que Hitchcock, une fois qu'il avait tout préparé, il s'asseyait dans son fauteuil et il dormait, enfin il faisait semblant de dormir, et le film se tournait sans lui. Oui, aussi, quelquefois, il n'allait aussi pas dans au set. Dans quelques scènes de Psycho, il n'est pas allé. C'est sujet à discussion, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais on disait ça. On disait que lui n'allait pas. Est-ce que, d'ailleurs, quand tu as écrit le film, est-ce que tu as pensé à Psychose? Parce qu'il y a quand même l'histoire du garçon qui veut protéger sa mère. Si, j'ai pensé à Psychose. C'est un des modèles, une des influences du film. Oui, oui. Des questions? Bonsoir. Il y a aussi dans votre film un élément assez récurrent qui revient souvent, c'est le fameux tableau d'Edward Hopper, Nighthawks. Il y a d'autres cinéastes d'ailleurs qui ont fait comme vous, qui l'ont repris, notamment Wim Wenders. Et donc c'est un élément assez typique de la culture américaine, on ne s'attend pas forcément à le voir dans un film italien très situé à Rome, du coup. Donc c'était pour savoir quelle en était la raison de cette référence. Le tableau de Hopper, la raison de ce choix, pourquoi avoir pris cette peinture et l'avoir intégrée dans ton film? Oui. Peinture américaine alors que le film... C'est une peinture qui est très suggestive, qui suggérit les temps de la nuit, non, de nuit, les gens qui sont dans une bar. Je pensais que c'était un peu l'esprit de beaucoup de scènes de films. Quand j'ai vu une exposition à Rome des tableaux de Hopper, alors j'avais pensé de donner un hommage à lui et de construire le tableau dans la place. C'était beau, c'était un bel choix. C'était un hommage aussi à mon amour pour la peinture. Et puis ça a introduit un peu quelque chose d'étrange dans un film qui se passe après tout dans le monde réel. Il y a ce tableau où les gens sont immobiles, et il y a d'autres plans dans les rues où les personnages parlent et les passants en fait ne marchent pas, ne font rien, ils ne bougent pas. Ce qui crée un sentiment d'étrangeté. On n'est pas vraiment dans la réalité, on est dans autre chose. Oui, et dans le tableau. On est dans les tableaux. Oui, c'est le tableau qui est devenu vivant et elle est dans cette place. Oui. J'ai le micro, une question. Comment s'est passée la collaboration avec Luigi Cuveller, le directeur de la photo? Oui, nous avons déjà fait un film ensemble. Nous avons fait les Cinque Giornate. Lui, c'était un des plus grands directeurs de photos italiens. Nous avons parlé beaucoup pas du couleur, de l'atmosphère. L'atmosphère qui c'est les couleurs et aussi les choses qui se passent, la couleur du mur, tout l'ensemble du film, l'ambiance du film qui doit être dans une façon exacte, avec
des couleurs, on va excluser beaucoup de couleurs pour beaucoup part du film. Nous avons exclusé le rouge, le bleu aussi. Parce que nous voulons une chose un peu qui a une sorte de je ne trouvais pas. Ouais. Une nuance. Des nuances, c'est des nuances qui a une nuance exacte pour beaucoup de temps. Si, c'était un travail beaucoup difficile que nous avons fait ensemble, mais c'était un bon travail. Mais le résultat est magnifique. Si, le résultat est magnifique. Nous avons plus travaillé ensemble. Et en ce moment, je ne me souviens pas pourquoi. Bonjour. Alors, j'aurais une question concernant vos influences cinématographiques. On a parlé de vos influences vis-à-vis de votre rapport avec Antonioni et Hitchcock. Concernant... Plus fort. Concernant Hitchcock, plus précisément, j'ai lu que dans ce film-là et dans vos gialli précédents, ce sont vos mains gantées de noir qu'on voit tuer les victimes. Parce qu'il paraît que vous disiez à l'époque que vous étiez le seul à avoir le droit de tuer dans vos films. De tuer pour de vrai. Et j'ai lu que c'était votre conception, que c'était délibérément conçu comme votre version de l'apparition à la Hitchcock. Hitchcock apparaît dans tous ses films, et vous faites les mains de l'assassin. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous aviez dans l'idée de faire un hommage à Hitchcock? Oui, non, c'est pas vrai. En part, c'est vrai. Mais en part, c'est pas vrai. Ok. Je n'ai pas pensé à Hitchcock. Mais quand j'ai fait mon premier film, sur l'Azur au plumage de cristal, j'avais un stunt qui faisait l'assassin, qui doit pour poignarder tout ça. Mais il faisait mal avec son art. Et alors, je disais non, il faut comme ça, il faut faire comme ça. Et puis, j'ai dit, ok, tu vas à la maison, c'est moi que je fais. Et je faisais. Pour tout le film, moi, c'est moi, l'assassin, la main de l'assassin. Et le film c'est suivant, c'était le Charles que il avait le même problème. Et mon père, qui était producteur, disait c'est toi qui fais. C'est passé bien, fais encore. Et je l'ai fait. Puis ça est devenu une tradition et moi je fais toujours, c'est moi la main qui tue, qui tire, qui fait des choses mortelles. C'est moi. Mais je ne pensais pas à Hitchcock. Je pensais que c'était plus difficile de faire ça, de tuer. C'est pas facile de tuer. Mais il y a un cinéaste qui, quand il y a des mains en gros plan dans ses films, c'était souvent ses mains à lui, c'est Fritz Lang. Fritz Lang, c'était ses mains, souvent, quand il y avait juste une main qui faisait quelque chose, c'était les mains de Fritz Lang. Je ne savais pas. Eh ben oui. Lui, c'est un de mes idoles. C'est vraiment, c'est un de mes idoles. Et j'ai eu aussi la chance de faire l'interview avec lui quand j'étais journaliste. Je me souviens très bien. Il était très gentil. Il était déjà beaucoup bien, mais magnifique. Assez étrange ça. C'est la cinémathèque. Merci. C'est la cinémathèque. Mais justement, tu parles de ta jeunesse de critique de cinéma. Tu as écrit des textes sur le cinéma et on serait très très curieux de les lire. Est-ce que tu ne songes pas à les publier? Oui, mais
c'est difficile parce que les journaux fait faillite. Oui, ils ont Il des archives. n'existe plus. Il n'existe plus rien. C'est un peu difficile. Peut-être qu'on peut chercher à la Bibliothèque nationale C'est ça. italienne. Peut-être, oui. On peut trouver. Il faut lancer l'idée. Il y quelqu'un a un de éditeur mes dans la salle. interviews. Ouais. Quelqu'un de mes interviews, de mes critiques. Tes critiques. Oui. Si. D'autres interventions? Bonjour Monsieur Argento, ça me fait très plaisir de vous parler. J'ai beaucoup aimé votre film qui nous a été projeté. J'avais découvert récemment votre filmographie avec Suspiria que j'ai adoré. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre de l'horreur. J'ai adoré la colorimétrie et les scènes horrifiques. Je trouve que vous savez maîtriser les scènes de tension et les scènes horrifiques à la perfection. Et donc je me demandais, que pensez-vous des films d'horreur modernes, comme par exemple Hérédité d'Ari Aster, ou encore Grave de Julia Ducournau, ou encore Last Night in Soho d'Edgar Wright, qui s'inspire beaucoup de votre cinéma, en particulier de Suspiria, ou encore le remake de Suspiria sorti il y a 4 ans. Oui. Moi, je n'ai pas aimé les remakes de Suspiria. C'est une chose vraiment. Non, vraiment. Alors, pour revenir sur une note un peu positive, qu'est-ce que tu aimes dans le cinéma d'horreur contemporain? C'est une demande qu'on me fait presque chaque fois que je parle avec le public. Le film d'horreur contemporain, c'est divisé dans beaucoup de pays. Il y a la vague de Coréennes qui sont très intéressants, parce qu'ils ont aussi la psychologie, ils regardent la psychologie qui c'est très important dans les films d'horreur. Les films japonais, les films thaïlandais, les films mexicains, Guillermo del Toro, Cuarón, Iñárritu, grands metteurs en scène qui ont fait des films terribles aussi. Mais aussi les films argentins. C'est un cinéma qui est peu connu, mais très intéressant, qui fait des films qui ne sont pas de l'Argentine, mais sont très intéressants, très importants. Il y a aussi les fameux films américains, les blockbusters, les grands films. Moi j'aime pas ça. Non, moi j'aime pas ça, des films qui sont pas vrais, sont seulement une exposition d'effets spéciaux. Moi j'aime pas. Il y a aussi des films horreurs américains, mais ils sont toujours de la même histoire, la même histoire d'un groupe d'adolescentes qui vont dans une maison, dans la forêt, et ils rient, ils boivent, ils fument. Et puis la nuit, quand ils sont complètement heureux, il arrive une présence, toujours la même histoire. toujours, c'est la même histoire. Un peu quelques changements, mais toujours. Et ça se passe, parce que c'est une chose commerciale, non? Parce que le premier film, il a marché bien, et alors on a fait une centaine. Et puis il y a les films français. Il y a des jeunes metteurs en scène français qui ont fait des films beaucoup intéressants. Je pense à un film amer, c'était un film que le metteur en scène m'a envoyé.
j'ai aimé beaucoup. Très inspiré par ton cinéma. C'est inspiré, oui. Mais aussi, il a un caractère personnel, aussi, beaucoup. Il y a des autres martyrs. Puis, il y a aussi il y a la vague espagnole, qui est très intéressante, qui est aussi vaste, beaucoup, qui est important, qui a des producteurs, on fait beaucoup de films de thriller et horreur, et avec un fort sentiment très intéressant. Puis, pas beaucoup d'autres. Je ne dis pas des films italiens, parce que les films italiens, il n'y a pas de ce film. Plus, il y a quelques années qui sont finis, jamais. Le film que moi j'ai une idée, mais comme ça un peu qui me passe par la tête. Tu as produit un diptyque qui c'est Démons et Démons 2, Démonie. Dans le premier film, ça se passe dans un cinéma et le cinéma est détruit par les monstres. Et dans le deuxième, les monstres sortent de la télévision. C'est l'histoire du cinéma italien qui a été détruit par la télévision. C'est une métaphore de ça. C'est vrai, c'est ça. Nous avons pensé ça quand nous avons écrit le film. Bonjour. J'aimerais savoir, après avoir vu votre film, c'est la première fois que je le vois, j'ai l'impression que votre film semble suivre comme une forme, la forme d'un grand tableau éclaté en une multitude de subjectivités, et où l'on suit un personnage qui n'arrive pas à interpréter, à évaluer les multitudes de points de vue, comme on le voit dans la scène avec Carlo sur la vérité. Et du coup, j'aimerais savoir si on ne pourrait pas voir dans le personnage du télépathe ce que vous recherchez dans le cinéma. Un cinéma qui arriverait à capter les multiplicités, les différents points de vue. Oui. Moi j'ai une idée que la mémoire, ne peut pas suivre la mémoire parce que la mémoire te donne des résultats qui ne sont pas vrais. Parce que tu peux voir un épisode à 10 personnes, puis avec un jour après, je demande qu'est-ce qui est passé et chacun te dit sa propre vérité. Ce n'est pas la vérité absolue, n'existe pas. La vérité absolue n'existe pas, je pense. Absolument. Et alors, c'est ça que moi j'aime dans mes films. Que la vérité, c'est que tu te souviens, mais c'est la vérité ou non? C'est pas complète la vérité. C'est pas complètement. C'est dans au plumage de cristal, aussi dans les autres. L'autre chose qu'il m'avait demandé, c'était si tu t'identifiais au personnage de la télépathe de Masha Merrill dans le film, qui, elle, essaye d'avoir une vision globale de la réalité en entendant tout, en voyant tout, etc. Peut-être. C'est ça. Le film, c'est commencé quand une fois j'étais en voiture et j'ai eu une idée. Une idée qui c'était comme un folgore, comme un coup de tonnerre, la foudre. Ça t'a frappé, fulgurante. Ouais. Comme un coup de foudre. J'ai pensé qu'il y avait une personne qui marchait dans la nuit dans une ville. La rue se déserte. Il marchait tranquille. Il passait près d'une maison. Dans cette maison, il y avait un groupe de personnes qui faisaient une séance spiritiste. Il avait la médium qui commandait ça.
je me mets en contact avec, et il se met en contact avec les gens, les personnes qui marchaient dans la rue. Et il disait, je sens quelqu'un qui va tuer quelques personnes. Je sens qu'il y a une personne qui va tuer. Et on voit cet homme qui marche disparu. Et elle continue à dire, il y a quelqu'un qui est en train de tuer quelques personnes. Et j'avais pensé que c'était une belle idée. Et le film s'était construit comme un puzzle autour de cette idée. On va poser quelques questions avant de terminer. Bonsoir Monsieur Argento, je suis très contente de vous rencontrer parce que j'aime beaucoup vos films. J'ai une question pour Les Frissons de l'Angoisse et puis d'autres films et même d'autres Djali. C'est le costume de l'assassin, sur le fait qu'elle porte un manteau en cuir, un chapeau. Ça rappelle un peu la Gestapo ou le fascisme. Et je voulais savoir si c'était un choix, enfin j'imagine que c'est un choix délibéré, mais pourquoi? Et en parallèle, juste peut-être... Enfin, je me dis que vos films des années 60 et 70, ça arrive à un moment où l'Italie est dans les années de plomb et où la violence est très présente et on sent beaucoup de violence quand même dans vos films. Je voulais savoir si vous pensez que peut-être ça a un rapport. Oui, on commençait, oui, c'est un peu inspiré par les nazis, par les costumes qui portaient les nazis. La deuxième chose... Mais alors juste pour rester sur les nazis, il y a des personnages qui sont directement identifiés comme juifs dans ce film. Oui, la télépathe et Jordan, oui, ça. Oui, ça c'est intéressant. Enfin, c'est inattendu, disons. C'est important. C'est une chose importante. Parce que aussi l'assassin, c'est une sorte de nazi. Oui. Et alors il y a les juifs qui sont tués parce qu'ils sont juifs. Alors, l'autre question, c'était, est-ce que tu avais conscience que ton cinéma reflétait l'Italie, la société italienne des années 70, les années de plomb, la peur, les attentats, oui, les désordres politiques, les années de plomb ont commencé presque à les 69, là. Non, mais pas vraiment le tuer. Il y a les attentats des banques de Milan. On commençait 13, 14, puis 15, puis jusqu'au 18 que vous avez les meurtres de Moro, d'un grand politicien italien. Mes films sont situés dans des périodes des années de plomb italiennes. Beaucoup. Parce que quand on pense par exemple au générique de L'Oiseau au plumage de cristal, avec cette jeune femme qui marche dans la rue, une jeune femme ordinaire, une rue ordinaire, et de tout d'un coup, son image est figée parce que l'assassin la prend en photo. Oui. Et c'est comme si tu nous disais, n'importe qui aujourd'hui peut sortir dans la rue et mourir. Et c'est la même année que l'attentat de la Piazza Fontana, Milan, etc. Donc, on peut se dire aussi que la peur que tu montres dans tes dialogues, c'est la peur de l'Italien ordinaire qui ne sait pas s'il va rentrer chez lui le soir, parce qu'il peut mourir par hasard. Enfin, oui, mais si c'est vrai ça, c'était inconscience. Oui, je n'ai pas conscience de ça. Je faisais des choses qui me venaient comme instinct. Ça. Encore deux questions, puis on va s'arrêter parce qu'il se fait tard. Non ? Alors, l'avant-dernière. Bonjour Monsieur Argento.
Je voulais savoir, parce que tout à l'heure vous avez dit que c'était extrêmement important dans votre cinéma, l'humour. Et j'ai l'impression que justement dans Les Frissons d'Angoisse et dans oui, en général tout votre cinéma, il y a toujours quand même cette sorte de double émotion, notamment qu'on a à la fin avec justement la révélation de qui est la tueuse, avec justement toujours cette double émotion entre peur et humour. Et pourquoi justement dans votre cinéma il y avait toujours cette omniprésence quand même d'un certain second degré, ou en tout cas je ne sais pas si c'est vraiment conscient. Voilà. Pourquoi il y a de l'humour et de l'ironie dans tes films? Oui, parce que j'ai déjà dit avant, c'est un peu une chose qui passait dans les films d'Alfred Hitchcock, ils ont une force aussi quelquefois, une sorte d'humour forte de ça. J'aime beaucoup passer de la violence à l'humour avec comme un passage, non? Ce sont des choses un peu similaires, non? Tu ris parce que tu as une émotion. Tu vois une personne être tuée et une émotion même. Ce sont toujours des émotions qui sont pareilles, un peu, je pense. Alors, justement, vous parlez du film pour montrer à quel point les émotions sont intactes, les émotions provoquées par ce film. J'ai vu le film dans la salle et au moment où Jordan se fait casser les dents sur le tablier de la cheminée, mon voisin s'est bouché les yeux, il ne pouvait pas le voir, il avait peur. Mon voisin de siège. Donc, le film fait encore peur, quoi. Oui. Allez, une dernière question avant de... De toute façon, on revient. On reviendra. Bonsoir. Moi, j'avais une question à propos de la mise en scène. Comme vous êtes le scénariste de tous vos films, visiblement, mais vous avez malgré tout, enfin, c'est même pas malgré tout, vous avez un style visuel absolument extraordinaire et en plus très affirmé. Je voulais savoir si dans votre travail, tout ce qui était la mise en scène, le découpage, le style, toute la construction visuelle du film, c'était quelque chose qui arrivait avant, qui arrivait pendant ou qui arrivait après l'écriture du scénario? Non, avant le scénario, parce que moi avant de devenir metteur en scène, j'étais scénariste. J'ai fait beaucoup de films comme scénariste. Puis, après le scénario, on commence à faire tout, c'est comme la construction du film, non? Que c'est la chose importante, la construction, la description du découpage, la description des scènes. Ça, c'est une chose qui vient après le scénario. Parce que quand j'écris un scénario, j'écris et mes mains sont comme automatiques. Il va taper sur la machine à écrire, non? Ils vont comme ça. Et moi, je vois devant moi la page blanche. Et dans la page blanche, c'est comme il y a les films qui passent. Se passe les films, se passe les scènes. Je vois les scènes. Je vois les scènes et j'ai des descriptions. Je n'écris pas d'autre chose que la description des scènes que je vois projetées dans cette page blanche. Et je vois les personnages qui marchent, la fille qui s'échappe, un visage en premier plan. Je vois tous. Et j'ai fait seulement la description de mes rêves, sont presque des rêves. Si, sont comme des rêves. Beaucoup de films naissent de tes visions. Si, de mes visions, c'est absolument. Si, les visions sont un peu psychanalytiques. C'est un peu beaucoup.
Bon, on retrouve Dario Argento demain qui présentera L'Oiseau plumage de cristal dans cette salle. Et samedi, après la projection du syndrome de Stendhal, nous discuterons avec Asia Argento et Dario Argento. Voilà, merci beaucoup. Merci Dario.